Bien le bonjour à tous, fans de Fate, on se retrouve aujourd'hui pour parler du personnage phare de cette série, j'ai nommé Saber ou Artoria Pendragon pour les puristes. Né vers l'an 470 au pays de Galles, en l'actuelle Angleterre de l'Ouest, dans une période de guerre civile entre différentes petites régions de l'Angleterre féodale, après la chute de l'Empire romain qui a vu ses forces militaires disparaître du pays, ce qui le laissa à la merci de lui-même et de ses guerres d'indépendance interne. Ce fut de courte durée puisque de grandes invasions barbares se préparaient aux portes du pays de Galles, donnant une crise militaire sans pareille. Artoria, née héritière du trône d'Angleterre de Uther Pendragon et d'Amigraine, Uther qui conçut Artoria sur les dires de la prophétie de Merlin l'Enchanteur, celui du successeur désigné mais qui ne fut pas celui attendu par Uther, puisque dans le Nassauverse, Artoria était une fille. Merlin décida de prendre Artoria sous son aile pour, selon lui, guider cet enfant vers son grand destin et le protéger de la crise venant de la famille royale. Uther, désespéré qu'il ne soit un garçon, Artoria fut confiée aux vassaux du roi et devait être élevé comme un simple chevalier. Merlin, que le genre de l'enfant importait peu, était convaincu que si l'enfant devenait ce à quoi elle a été créée, même hors du château, elle serait l'enfant de la prophétie, celle qui deviendrait roi. Artoria fut placée sous la tutelle de Sir Hector, un chevalier d'une grande simplicité et d'une grande sagesse, qui l'a élevé et éduqué comme son propre enfant. Même s'il ne croyait en la prophétie, il ressentait émaner en elle le pouvoir royal de Uther. Déterminée jour après jour à devenir plus forte que quiconque, elle jurera de porter son épée pour la seule raison, seul un roi peut sauver un pays en ruine destiné à tomber. Élevée avec Sir Kay, qu'elle considérait comme son frère de cœur, elle agira comme écuyère auprès de lui-même et d'autres corvées comme s'occuper de son cheval. Elle était meilleure que lui en termes de maniement de l'épée, même si elle ne l'a jamais battu faute de compétences. Le jour de la prophétie, tous les chevaliers et seigneurs du pays s'étaient rassemblés pour la sélection du nouveau roi. Au lieu d'une joute à l'épée, ce fut une épée dans une pierre enfoncée, avec une inscription dorée sur la poignée, disant « Quiconque retirera cette épée de la pierre sera proclamé roi d'Angleterre », qui fut proposée aux participants. Personne ne réussit à la retirer, ce qui donna sa chance à Artoria de la retirer, vu qu'elle fut la seule non sélectionnée pour les joutes à l'épée. Avant de l'attraper, Merlin apparut devant elle comme par magie pour lui dire de réfléchir avant de l'enlever. Il lui dit qu'elle ne serait plus humaine lorsqu'elle retirera l'épée, qu'elle subira la haine de certains humains et que cette voie la conduira à une horrible mort. Mais elle a tout simplement répondu que dans ses visions, les gens souriaient et que cette voie n'était sûrement pas la mauvaise. Elle avait été préparée au fait que devenir roi est signe de renoncer à son humanité. Depuis sa naissance, elle savait qu'un roi était quelqu'un qui devait sacrifier des choses pour protéger les autres. Elle y pensait tous les soirs et frémissait jusqu'à ce que le soleil se lève. Même si aucun jour n'est passé sans qu'elle ne craigne ce moment, elle savait que ce jour viendrait et qu'elle devrait être prête. Elle retirera l'épée comme si c'était naturel de pouvoir le faire, et la zone était sublimée de lumière magique. Elle était devenue quelque chose qui n'était pas humain en cet instant. Pour le peuple, le sexe du roi n'a peu d'importance, et personne ne se préoccupera de l'apparence du roi tant qu'il se comportera et agira comme tel. Même si quelqu'un aurait remarqué que le roi était une femme, ce ne serait pas d'un problème s'il était un bon roi. Elle a arrêté de vieillir à ses 15 ans, après qu'elle ait retiré Caliburn de la pierre, et restera avec cette apparence pour toujours. Maintenant un seigneur féodal, Artoria mènera la Grande-Bretagne de Camelot à la victoire et sera couronné roi d'Angleterre, avec moult de chevaliers sous ses ordres, y compris les célèbres chevaliers de la Table Ronde. Crainte par certains due à sa force, adulée par d'autres à cause de son apparence décrite comme un dragon sous formes humaines, elle a connu une destinée de victoire. Elle n'a jamais reculé et n'a jamais été déshonorée. Elle a été élevée en tant que roi et a rempli ses obligations en tant que roi. Artoria dut aussi concevoir un héritier, mais étant une fille, elle utilisera la magie pour donner naissance à une fille homonculus du nom de Mordred grâce à la fée Morgane. Grandissant assez vite, dû à son condition d'homonculus, Mordred réussira à rejoindre la table ronde par ses propres efforts à la sueur de son front. Elle adulera Artoria en cachant son identité, tant bien qu'elle était exaltée d'apprendre son réel héritage, celui de devenir roi après Artoria. Mais tout ne se passa pas comme prévu, Artoria revendiqua l'héritage du roi et du droit du trône,
fermant l'accès à l'éligibilité de Mordred comme son successeur, refusant de la reconnaître comme héritière. Malgré ses efforts, pour impressionner son père, Mordred se renferma sur elle, pensant que cela était dû à un différend entre Morgane et Artoria, ou à sa condition de Monculus. Son amour se transformera petit à petit en haine envers Artoria. Artoria dut épouser par obligation une femme du nom de Guenièvre, qui était amoureuse en secret de Lancelot du Lac, un chevalier de la Table Ronde et ami proche de Artoria. Même si les deux savaient que leur amour était réciproque, Lancelot était prêt à laisser tomber son amour pour Guenièvre pour le bien du pays et de son roi. Artoria était le roi parfait, même trop parfait. Dû à la protection des fées et de son armure, beaucoup de villageois prirent Artoria pour un beau et jeune garçon, et le secret fut bien gardé. Que ce soit sur le champ de bataille, en politique interne du royaume ou en justice, Artoria ne déroguait à aucun de ses règlements de roi. Elle était la plus juste et impartiale, au point qu'aucun sentiment ne se faisait ressentir sur son visage. Une grande partie de sa plèbe a estimé qu'un humain sans émotion ne pouvait régner sur les autres, ce qui conduit à plusieurs chevaliers réputés de Camelot de quitter la Table Ronde. Elle a tout simplement accepté cela comme un événement naturel qui fait partie du processus de gouvernement. Sa bataille finale pour son pays a commencé d'une telle manière et s'est achevée par une victoire complète. Les envahisseurs ont cherché la réconciliation en raison de ses résultats écrasants et son pays, qui attendait seulement la destruction, a gagné une brève période de paix. Le pays a finalement commencé à redevenir la terre dont elle avait rêvé. Un jour, des traîtres dénoncèrent Lancelot et Guenièvre pour adultère envers le roi. Artoria le savait et reconnaissait la fidélité de Guenièvre de ne pas dénoncer sa véritable apparence au peuple. Mais elle devait quand même l'exécuter en tant que roi puisque c'était son devoir. Lancelot, fou amoureux, défia le peloton d'exécution, blessant et s'embrouillant avec Gauvin pour la sauver. Lancelot partira en exil avec Guenièvre, mettant fin à leur affiliation à la Table Ronde et envers le roi. Artoria enverra une lettre d'excuse à Lancelot par la suite qui mentionna que si l'un de ses plus fidèles amis avait agi de la sorte envers elle, c'était sûrement pour une bonne raison. Le fourreau d'Excalibur a été volé pendant qu'elle livrait des batailles en dehors de son pays, et à son retour de Rome pour un traité de paix, elle retrouva la Grande-Bretagne en proie à des troubles civils. Malgré ses efforts pour apaiser son pays, sur le chemin du retour, elle fut prise en embuscade par les forces des ennemis. Et sans son fourreau magique d'Avalon, son corps était devenu mortellement blessable. Elle sera touchée mortellement par sa propre fille Mordred qui complotait dans son dos lors de la bataille de Camelot. Une fois la bataille terminée, elle se blâma sur ses échecs, regrettant sa vie de roi et ses actions en tant que telle. Avant son dernier souffle, elle fit un contrat avec le monde en échange de ses services. Elle demanda à recevoir l'occasion d'obtenir le Saint Graal pour sauver son pays de la destruction. Et bien sûr, la suite nous la connaissons. Saber sera invoqué par Kiritsugu Emiya en 95 lors de la 4ème guerre du Graal, avec laquelle dès le début elle ne s'entendra pas du tout, au vu de la différence de leurs idéaux. A la fin, il la forcera à détruire le Graal, brisant en miettes le rêve de Saber de sauver son pays. Par la suite, Kiritsugu cachera le fourreau d'Avalon dans le corps de son fils adoptif qui participera avec Saber à la 5ème guerre du Graal en 2005. Saber, à travers les souvenirs de Shiro, se réconciliera avec son ancien maître Kiritsugu, qui se sera racheté une conduite en adoptant Shiro et en lui transmettant les valeurs qui pour elle sont celles d'un vrai chevalier. Après avoir vu les souvenirs de Shiro, elle devient plus en plus déterminée à remporter la guerre du Graal et le Saint Graal pour changer leurs deux passés, croyant qu'elle peut sauver Shiro de la même erreur qu'elle est faite par le passé. Shiro convainc Saber qu'elle devrait accepter sa vie comme elle l'a été au lieu de l'espérer la changer. Saber réalise que changer son destin est un vœu lâche comparé à Shiro qui lui a été brave de continuer à vouloir avancer même après avoir été sur le point de mourir. Elle décide d'accepter son passé et avec l'aide de Shiro, elle se bat enfin pour détruire le Graal encore une fois. Elle se sert d'Excalibur afin de détruire le Graal et son contenu. Suite à la destruction du Saint Graal, Saber déclare à Shiro son amour. Saber retourne à son époque et accepte finalement d'accepter son passé et la voie qu'elle a choisie sans chercher à changer son destin, rompant ainsi son contrat avec le monde. Elle demandera à Bédiver de prendre Excalibur et de la jeter dans le lac où se trouve la Dame du Lac. Une fois cet ordre accompli, malgré certaines hésitations, Bédiver retournera auprès de son roi. Elle sourit alors légèrement à Bédiver puis lui dit « Je pense que je vais dormir un peu plus longtemps cette fois-ci ». Suite à sa mort, elle se rendit à Avalon plutôt qu'être supprimée du cycle de transmigration afin d'être remplacée dans le trône des héros comme tous les autres esprits héroïques. Le bonus Last épisode montre Shiro en train de se réunir avec Saber à Avalon des siècles plus tard. Ceci était l'histoire d'une jeune fille prisonnière de son destin de monter sur le trône et de sauver son pays.
qui malgré les trahisons, les pertes d'êtres chers et la quête de soi-même décidera d'affronter son destin, encore une fois, dans un monde qu'elle ne connaît pas, aux côtés de personnes qu'elle apprendra à connaître, avec lesquelles elle tissera des liens incassables, quittant souffrir, pour au final trouver l'amour au bout du chemin dans les plaines féeriques d'Avalon, avec celui qui a toujours su protéger son cœur et son âme. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Donc excusez-moi encore une fois car ça fait très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo sur la chaîne manga et encore plus de vidéos sur la série Fate. Donc voilà, le numéro 2, c'est-à-dire ma waifu numéro 2, fallait bien que je la fasse, hein, c'était bien Artoria Pendragon, hein. Waouh, vive l'originalité. Donc effectivement, cette vidéo était plus courte que la précédente puisque Shikiryu n'était pas un servant et que Artoria, en fait l'histoire existe déjà puisque elle est inspirée du roi Arthur et qu'en plus il existe une version homme de Artoria dans Fate Prototype, donc des Artoria il en existe un bon paquet, donc on va dire que je pourrais pas faire l'histoire de toutes les Artoria, mais en tout cas je sais que Artoria ce n'est pas fini puisque si je développe la table ronde, sa fille Mordred, etc. et son entourage, des brins d'informations supplémentaires pourront être ajoutés en fait à l'histoire de Artoria, tout simplement puisque la table ronde a beaucoup influé sur la vie d'Artoria quand elle était encore vivante, ainsi que le combat avec sa fille et bien sûr les suites et les univers parallèles, puisque justement dans Unlimited Blade Works et dans Evansfield qui est en train de se dérouler en ce moment même, en 2020, et bien nous en apprenons toujours un tout petit peu plus sur Artoria puisque son destin change avec les versions sombres d'elle, donc les Artoria Alter tout simplement, et qu'en plus la table ronde est encore plus développée dans l'épisode Camelot de Fate Grand Order, puisque là nous assistons à une réalité alternative, où cette fois, Camelot, il se passe des choses et tout, il y a un faux roi, etc. Et bien sûr, on en apprend énormément. Donc oui, beaucoup de puristes pourront, on va dire, ne pas être contents de la vidéo, puisqu'il y en a qui diront que je n'ai pas assez développé la vidéo, mais je voulais que la vidéo soit assez linéaire, qu'elle parte d'un point A à un point B, et que je ne m'attarde pas sur tous les personnages qui ont entouré Artoria. Là c'était Artoria et son histoire. Je me suis pas attardé non plus sur ses nobles fantasmes, sur son équipement, ses épées, etc. Puisque il y en a qui, avant qu'il y en a qui le précisent, bien sûr, quand elle retire l'épée du rocher c'est Caliburn, et quand elle utilise l'épée Excaliburn, ce n'est pas la même épée, puisque quand elle était Saber Lily, elle avait Caliburn et elle l'a cassé durant une bataille. Donc voilà, je veux dire, la vidéo sur Artoria aurait pu durer des heures et des heures, sauf que et si en plus j'ajoute les infos IRL, il faut dire du monde réel, des récits arthuriens et des légendes arthuriennes, ben c'est pas fini. Et en plus si je fais la fiche Merlin, alors là on aura encore plus de détails à mettre. Donc voilà, c'était un petit avant-goût déjà pour le personnage de Artoria Pendragon. Et bien sûr en faisant Mordred et les autres, etc. Et ben nous ajouterons des infos supplémentaires à la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été un peu plus courte que celle sur Shiki, mais tout aussi gourmande en informations et assez longue en termes de montage. En tout cas, je retiens ce qu'avait dit un abonné qui voulait peut-être que je fasse Tamamoe 4, je crois, en tant que personnage et son histoire. Alors, je ne me suis jamais intéressé à ce personnage, mais je sais qu'il a pas mal de versions assez marrantes de lui sur Fate Grand Order, et j'ai hâte de découvrir, puisque prochainement, il faudra bien que je sorte cette vidéo sur les différentes factions de la magie de l'univers de Nasuverse, ainsi que peut-être une review sur Lord Elmeo Case File que j'ai fini. En plus, il y a Camelot qui va bientôt débarquer, et Babylonia qui va bientôt se finir, donc voilà, je vais commencer à être un peu à la bourre. Et bien sûr faire aussi d'autres vidéos sur d'autres mangas que j'aime autant, voilà. Sur ce, c'était Tizotaku, j'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous plaira malgré le fait qu'elle était un peu plus courte que celle sur Shiki. Sur ce, c'était Tizo, à plus.